Bonjour et bienvenue. La défense et le respect de la souveraineté du Mali reposent nécessairement sur la défense des intérêts du peuple malien. Ces mots sont du président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a sacrifié à la tradition en déposant ce matin une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance. Par ce geste solennel, le chef de l'État rend ainsi hommage à Modibo Keïta et ses compagnons pour leur lutte héroïque qui a permis au Mali d'accéder à la souveraineté nationale et internationale le 22 septembre 1960. 62 ans après, le flambeau est tenu par les autorités actuelles du pays qui placent cette année l'événement sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Retour sur une cérémonie empreinte de solennité avec Bourama Traoré. Pour ce jour exceptionnel au Mali, le monument de l'indépendance affiche un nouveau visage, un reflet du combat actuel du Mali pour le respect de ce symbole dans les mots et gestes. Le président de la transition en première ligne de ce combat reste droit dans ses bottes. Ce 22 septembre 2022 est un jour de rappel et surtout d'hommage aux pères de l'indépendance, grâce à la lutte héroïque desquels le Mali s'est affranchi des affres de la colonisation. Sur leurs traces, le colonel Assimi Goïta, qui par son geste solennel du jour, salue la mémoire de ses dévanciers. Le temps semble presque arrêté, le moment de rendre hommage à ces dignes fils du pays. L'instant est donc chargé d'émotions. Du geste, il y en a eu, mais aussi des mots de reconnaissance. Tout d'abord, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a montré ce jour béni, un jour symbolique pour la nation malienne, un jour de méditation pour nos dévanciers qui se sont battus pour l'indépendance de notre nation. En l'occurrence, le président Modibo Keïta et ses fidèles compagnons. Ce premier acte d'une journée de souvenirs est suivi avec attention par les membres du gouvernement, les présidents d'institutions, les diplomates accrédités au Mali et de nombreux citoyens. Une belle mobilisation pour un événement d'une grande portée. Nous avons placé ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Et la défense de la souveraineté et le respect de la souveraineté repose nécessairement sur la défense des intérêts du peuple malien. Et cela est un combat de génération pour chaque Malien et Malien pétri de patriotisme, d'intégrité et de loyauté. Raison pour laquelle je lance un appel solennel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour des idéaux de la refondation. Bien que l'événement soit traditionnel, celui de cette année a une saveur particulière, puisqu'il intervient dans un contexte de restauration de l'honneur et de la dignité du Mali, de quoi donner une insomnie à plus d'un au-delà des frontières du pays. Et après le dépôt de gerbes de fleurs, le président de la transition a présidé une cérémonie de prise d'armes au génie militaire de Bamako en présence de son homologue de la Guinée, Mamadi Doumbouya. La cérémonie a été marquée par un imposant défilé des troupes. Toutes les unités de l'armée y ont pris part. À cette occasion, le chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a salué le sacrifice des pères de l'indépendance avant de rappeler les nouveaux principes de base de la gouvernance au Mali. Un reportage complet dans nos prochaines éditions avec Modibo Mariko. Cette année, ce anniversaire est placé sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. À cette occasion, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé à la nation. Je vous propose de suivre son discours.
Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, il y a 62 ans que les pères fondateurs du Mali célébraient en communion avec le peuple l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous consacrons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance, car c'est le jour de souvenir de notre dignité retrouvée après une longue période de domination coloniale. C'est pour cette raison que nous plaçons ce 70e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la rectification de la transition intervenue à partir du 24 mai 2021 résultait de la prise de conscience que les véritables causes des crises politiques et sociales dans notre pays n'avaient pas été traitées sérieusement. Le défi majeur auquel nous faisions face était alors de savoir comment nous épargner désormais un éternel recommencement. C'est pour trouver des réponses appropriées à leurs revendications légitimes que les Maliens se sont retrouvés au cours des mémorables assises nationales de la refondation qui ont tracé les sillons des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Au même moment où nous étions attelés à réaliser ces aspirations profondes de notre peuple, les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays. Il me plaît ici de saluer une fois de plus la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Ces sanctions conjuguées avec d'autres facteurs ont occasionné une augmentation du coût de la vie qui a affecté l'ensemble de la population, mais plus particulièrement les couches vulnérables. Il est heureux que nous ayons tous pris conscience du fait que c'était le prix à payer pour atteindre nos objectifs à moyen et à long terme. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le Mali se trouve à une phase décisive de son histoire. Ce n'est donc pas le moment de succomber aux démons de la division, malgré les actions de manipulation et les campagnes médiatiques mensongères à but subversif, visant à saper le moral de nos vaillants soldats et à créer la confusion au sein de notre peuple. Rappelons-nous, l'union nous a toujours permis de triompher sur l'adversité, alors que la division a donné à nos ennemis la possibilité d'avoir la victoire sur nous. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, nous ne pourrons atteindre nos objectifs que dans un environnement sécurisé. C'est pourquoi la priorité de l'heure demeure la défense de la patrie. Aux officiers, sous-officiers et militaires du rang, j'exprime ma fierté et ma confiance pour leur dévouement au service de la nation. Par la même occasion, je salue la mémoire des vaillants soldats maliens et étrangers tombés sur le champ d'honneur et formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés. À tous, je réitère la gratitude de la nation malienne. J'ai également une pensée pieuse pour les nombreuses victimes civiles innocentes de toutes les localités meurtrières du pays. Nous promettons de poursuivre le combat jusqu'à la libération totale de notre pays. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, pour atteindre nos objectifs militaires, le gouvernement a, au cours des derniers mois, acquis et mis à la disposition des forces armées des équipements de dernière génération. Il s'agit notamment des véhicules tactiques, d'engins blindés, de camions logistiques, d'ambulances, d'armes individuelles et collectives, mais aussi des vecteurs aériens. La montée en puissance actuelle, fruit d'un renforcement acharné des capacités terrestres et aériennes des forces armées, résulte d'une série de réformes et d'améliorations conséquentes des conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui se battent au quotidien avec ardeur contre le terrorisme et les autres menaces qui assaillent notre pays. Rien n'aurait pu se réaliser sans une politique cohérente de défense par le biais de laquelle d'importants projets de réhabilitation et de construction d'infrastructures ont été réalisés. Au nombre de ces réalisations en cours,
figure en bonne place un hôpital militaire de haut niveau et 4 000 logements pour les forces de défense et de sécurité, en lieu et place d'habitats spontanés dont la prolifération devenait un facteur d'insécurité pour nos casernes. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, l'œuvre de refondation de l'État initiée sur la base des recommandations des Assises nationales de la refondation se poursuit à travers plusieurs actions comme l'adoption d'une nouvelle loi électorale et l'élaboration d'une nouvelle constitution qui nous permettront de doter notre pays d'institutions démocratiques stables. Au regard du vœu ardemment exprimé par le peuple malien lors des Assises nationales de la refondation, il était devenu indispensable de respecter la volonté populaire, d'où le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises. Dans le même sillage, le renouveau de l'administration d'État est engagé avec les activités de mise en place des systèmes intégrés de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales, intégrant les données du recensement administratif à vocation d'État civil. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, s'il y a un domaine où les Maliens ont de fortes attentes, c'est bien celui de la gouvernance de l'État. À ce niveau, il me plaît de rappeler que la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière figurent au centre des actions du gouvernement de la transition. Cette nouvelle dynamique, fondée sur une justice redynamisée, va se poursuivre afin de tracer le cadre d'une nouvelle gouvernance fondée sur le respect du bien public, la récompense du mérite et la sanction de la faute. Les instabilités sociopolitiques dans nos pays surgissent la plupart du temps à la suite des injustices. C'est fort de cette évidence que les autorités de la transition ont réservé une place centrale à la justice. Qu'il s'agisse de réguler les relations entre citoyens ou veiller au respect de la légalité ou même consolider la démocratie, la justice remplit une fonction transversale dans la société. En cela, elle doit lutter contre les infractions économiques et financières et garder son rôle de régulateur pour la société. Conformément à mes orientations et instructions, la lutte contre la délinquance économique et financière demeure au cœur des actions du gouvernement de la transition dans le domaine de la gouvernance. Dès à présent, et en attendant l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, des actions sont en cours pour donner des suites judiciaires aux différentes dénonciations faites par les structures de vérification et de contrôle. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la réalisation des ambitions de notre nation est liée à l'existence d'un capital humain de qualité qui est lui aussi tributaire des secteurs de la santé, de l'éducation et de la culture. C'est conscient de cela que, dans le domaine de la santé et du développement social, le gouvernement a mis l'accent sur la lutte contre les maladies, la construction d'infrastructures et la mise à disposition d'équipements, ainsi que le renforcement de la solidarité et la lutte contre l'exclusion. Dans le secteur éducatif, le gouvernement travaille à améliorer la gouvernance à travers notamment l'organisation d'examens exempts de toute fraude, le dernier recrutement des fonctionnaires par le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a été illustratif des idéaux de la refondation en cours. Il me plaît également de rappeler les actions qui sont mises en œuvre pour le renforcement de l'employabilité des jeunes et le développement de l'esprit d'entreprise qui ont amélioré l'accès à l'emploi et assuré la promotion de l'auto-emploi. Qu'il me soit également permis de saluer la performance de nos sportifs qui honorent notre pays aux différentes compétitions. En définitive, toutes les actions destinées à avoir un capital humain compétent devraient reposer sur un type nouveau de Maliens qui sera le bâtisseur du Mali Koura. À cet effet, la culture a un rôle déterminant à jouer. Il s'agit, dans ce domaine, de protéger et de valoriser notre patrimoine culturel et de faire émerger un Malien pétri des valeurs cardinales de notre société, un Malien travailleur et patriote. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le développement économique est un impératif pour satisfaire les besoins vitaux de la population et assurer l'avenir. C'est pourquoi le gouvernement s'est attelé à agir sur les différents segments qui sont l'économie et les finances,
les infrastructures, le développement rural, l'énergie et les mines, l'industrie et le commerce. Comme vous le savez, en raison de la situation que notre pays connaît, les appuis budgétaires ont été réduits de manière drastique pendant que la perte des recettes fiscales a atteint 3% du PIB. Dans le même temps, la crise sécuritaire a entraîné l'accroissement des dépenses militaires au détriment d'autres secteurs. Le contexte s'est encore détérioré avec les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, ainsi que l'évolution de la crise en Ukraine. Toutefois, le Mali a poursuivi ses efforts dans le sens d'une gestion efficiente des finances publiques orientée dans le sens du respect des critères de convergence et des programmes convenus avec les partenaires techniques et financiers. En dépit des effets conjugués des différentes crises que le pays a subies, l'économie malienne est ressortie résiliente en 2021 avec une croissance de 3,1% contre une récession de 1,2% en 2020. Et ce, en plus d'un déficit budgétaire maîtrisé à 4,7% contre 6,2% en 2020. La croissance devrait s'accélérer en 2022 pour atteindre 4,2% malgré les effets néfastes des sanctions économiques et financières de la CEDEAO et la crise ukrainienne. Avec la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, le Mali s'est mis à jour de l'ensemble de ses engagements internationaux. Le financement de l'activité économique a repris et progresse significativement grâce au dynamisme du secteur financier. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le gouvernement est pleinement conscient des difficultés que connaissent les ménages, particulièrement les femmes et les enfants, en raison de la hausse des prix. Cependant, des efforts considérables sont consentis pour alléger leurs souffrances. Ainsi, le gouvernement a poursuivi la politique de subvention en matière de santé et a assuré un approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité à un prix maîtrisé. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, le domaine des transports et des infrastructures est vital pour notre pays à un moment où il est engagé à relever de nombreux défis. Ainsi, dans ce domaine, les réalisations majeures ont porté sur la poursuite et le renforcement des actions de désenclavement intérieur et extérieur du pays, avec la réalisation ou la réhabilitation d'infrastructures routières dans toutes les régions du pays. Dans le secteur de l'agriculture, il est important de rappeler que notre pays a récupéré sa place de premier producteur de coton en Afrique. Au niveau du sous-secteur de l'élevage et de la pêche, des efforts importants ont été fournis pour booster la production dans ces secteurs. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, les efforts destinés à assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités socio-économiques du Mali se sont poursuivis à travers le renforcement des capacités de production hydroélectrique et thermique. La mise en œuvre des projets et activités annoncées permet de projeter le taux national d'électrification à 55% à la fin de l'année contre 53% en 2021. L'ambition étant fixée à 58% pour 2023. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, plus que jamais, le Mali entend retrouver la place qu'il revient dans le concert des nations. Je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout où cela se doit. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique. Notre pays est soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les 3 principes suivants: le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision. C'est aussi le lieu pour moi de saluer l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur pour leur souci constant de défendre la patrie et d'apporter leur pierre à l'œuvre du développement économique. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la question de la souveraineté qui nous est chère à tous ne doit pas être un vain mot, c'est-à-dire un simple slogan destiné à mobiliser la population. Nous devons travailler à nous donner les moyens de nos ambitions de nation souveraine. Les différentes péripéties que notre pays a connues
Ces derniers temps nous ont permis de mieux connaître les causes de notre vulnérabilité. Ainsi, fort des enseignements tirés de toutes les difficultés dont certaines nous ont été imposées à dessein, nous avons décidé de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des facteurs exogènes et de lui assurer plus d'autonomie. Ainsi, le gouvernement envisage la relance des secteurs productifs stratégiques pour la sécurité et l'indépendance économique du pays. Il s'agit notamment de la relance de la compagnie malienne des textiles, des chemins de fer, de l'usine malienne des produits pharmaceutiques. Dans la même optique, nous allons relancer le projet de construction du barrage de Stafsa. Ceci nous permettra de produire de l'électricité pour couvrir une bonne partie de notre consommation et assurer l'irrigation des terres de culture. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, pour renforcer cette politique d'autonomisation de notre pays, le gouvernement va ouvrir plusieurs nouveaux chantiers. Il s'agit en plus de l'ouverture de l'école africaine des mines, de la création d'une société de recherche et d'exploitation minière, ainsi que de la construction d'une usine de raffinage de l'or et d'une usine de filature de coton. Dans notre stratégie économique, il s'agit désormais, dans une optique de renforcement du tissu industriel du pays, de transformer les matières premières stratégiques sur place pour créer de la valeur ajoutée. Dès demain, nous lancerons également la construction d'un complexe hospitalier de 4e référence pour diminuer les évacuations sanitaires de nos concitoyens. Enfin, pour concrétiser notre ambition de nous placer sur l'orbite des technologies modernes, le pôle scientifique et technologique du Mali verra bientôt le jour. La première composante de ce pôle sera le centre de recherche en robotique et en intelligence artificielle qui aura pour mission de faire émerger des chercheurs de haut niveau et d'assurer l'encadrement des jeunes talents, écoliers, lycéens et étudiants dans le domaine technologique. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, tout en rendant à nouveau un hommage mérité au peuple malien pour sa mobilisation inconditionnelle pour la réussite de la transition, je lance un appel pressant à la jeunesse malienne dont le rôle a toujours été décisif dans la vie publique. Cette transition est aussi la sienne. C'est la raison pour laquelle elle ne doit nullement être en marge du processus de refondation de notre pays. Cela est d'autant plus nécessaire que l'attitude de la jeunesse a toujours eu un impact sur le pays. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Vive le Mali indépendant et prospère. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Les autorités ont engagé depuis 2018 la réforme du système de santé car il ne répondait plus aux besoins de la population. Il s'agit d'améliorer la gouvernance des structures de santé, la qualité des soins par le renforcement de leur plateau technique, le renforcement des capacités des ressources humaines. Ainsi, des équipements de dernière génération ont été remis aux hôpitaux nationaux et aux centres de santé de référence pour leur permettre d'offrir des soins de qualité à la population. Ces structures ont signé avec le ministère de la Santé des contrats de performance qui seront évalués par l'Agence nationale d'évaluation
et d'accréditation des établissements de santé. Les détails avec Siaka Konaté. Adapter le système de santé au contexte actuel et offrir des soins de qualité à la population, c'est la philosophie qui sous-tend la réforme du secteur de la santé mise en œuvre par le département de la santé depuis 2018. Dr Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Les premières structures qui ont été créées depuis un certain temps étaient sur la base de certains critères populationnels. Aujourd'hui, vous voyez, la population a été démultipliée. Maintenant, ces premiers services ne répondent plus aux besoins de nos populations. Et aussi, il est vrai que nos indicateurs en termes de mortalité, que ce soit maternelle, néonatale ou infantile, ou même la mortalité globale, aujourd'hui, nous avons besoin de réformer notre système de santé. La formation des ressources humaines, le recrutement des nouveaux agents, la construction de nouvelles structures pour améliorer le taux de couverture sanitaire constituent les principaux axes de cette réforme. Celle-ci prévoit l'érection des centres de santé de référence en hôpitaux de district. Dr Ablaye Guindo, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Les hôpitaux de district sont créés pour relever encore une fois le niveau, en tout cas du plateau technique, le niveau des infrastructures, le niveau vraiment de personnel de santé. C'est-à-dire qu'ils ne vont que s'occuper uniquement des soins, les traitements, le diagnostic. Et l'autre entité va s'occuper uniquement vraiment des activités de santé publique et de renforcement des capacités des ressources humaines. L'hôpital du district de la commune 4 est déjà opérationnel. Les travaux de ceux de Bougouni, de Kolokani et de Nioro du Sahel ont été lancés. Les textes devant régir ces structures sont en cours d'élaboration. Toujours dans les soucis d'améliorer la qualité des soins, le gouvernement a renforcé les plateaux techniques des hôpitaux et des CCRF. Dr Ilobi Ladjal, coordinateur des hôpitaux. Ces dernières années, toutes les structures hospitalières publiques et même les centres de santé de référence se sont vus dotés d'équipements de qualité et dans la plupart des cas d'équipements de dernière génération qui ont permis quand même d'améliorer la qualité des prestations, faciliter le travail des médecins et peaufiner les diagnostics pour une meilleure prise en charge des patients. Dr Cheikh Amadou Tidiane Traoré, directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Les capacités du Centre national d'immunisation ont été renforcées en termes de conservation de vaccins, mais aussi de manière spécifique en chaîne ultra-froid. Parce que vous savez autant que moi que Covid-19 est là depuis mars 2020 et nous sommes en train d'y faire face et nous avons un certain nombre d'antigènes sous la main, de vaccins sous la main, qui nécessitent des conditions spécifiques de conservation. Après avoir reçu ces équipements, les hôpitaux ont signé avec le département de la santé des contrats de performance, l'objectif étant d'améliorer la qualité des prestations et la gouvernance de ces établissements. Djiminatou Sangari, ministre de la Santé et du Développement social. Nous avons ciblé 5 indicateurs principaux. Il y a la gouvernance, il y a le climat social, il y a l'hygiène, il y a la gestion financière. Dr Ilobi Ladjal, coordinateur des hôpitaux. Ce contrat de performance, nous l'avons souhaité et nous l'avons demandé parce qu'il n'a que pour objectif d'améliorer la qualité de la gouvernance au niveau des structures hospitalières. Au-delà de cette signature, il faut voir une question de redevabilité. Parce que lorsqu'on assume des charges publiques, on est tenu de rendre compte. Dr Ablaye Guindo, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Ces contrats de performance ont été signés par les responsables des structures et pour les structures. Mais dans les structures, nous avons ce qu'on appelle les travailleurs, les prestataires, qui vont aussi signer de leur retour les contrats d'engagement. Et dans ces contrats de performance, nous avons ce qu'on appelle la satisfaction des prestataires, qui est évaluée par la population elle-même. La pyramide sanitaire sera renforcée dans quelques mois par une nouvelle infrastructure, l'hôpital militaire en chantier à Banankoro, localité située à une trentaine de kilomètres de Bamako. D'une superficie de 15 hectares, ce projet de 26 milliards de francs CFA est porté par le président de la transition, colonel Assimi Goïta,
qui en a posé la première pierre le 20 janvier 2021 alors qu'il était vice-président. Sa réalisation devra permettre d'améliorer non seulement la prise en charge médicale des blessés de guerre, mais aussi celle des civils. Général de brigade Mohamed Alpha Diaw, directeur central des services de santé des armées. La construction d'un hôpital militaire va nous permettre de mieux prendre en charge les blessés de guerre qui viennent des théâtres d'opération. Et ça va permettre de diminuer les évacuations sanitaires à l'extérieur. Parce que ça, c'est un coût. Alors si on arrive à diminuer les évacuations sanitaires, pourquoi pas aussi recevoir les blessés des autres pays? Parce que ça aussi, c'est des rentrées d'argent pour le pays. La bonne marche de ces structures nécessite la mise à disposition des moyens financiers et des ressources humaines de qualité. C'est en tout cas la principale doléance formulée par le coordinateur des hôpitaux, Ilo Beladjal. La célébration du 22 septembre est mise à profit par le Palais de la Culture pour lancer l'album du Badema national. L'œuvre de 10 titres s'appelle Danaya. Après 14 années de pause, le Badema national retrouve les bacs conformément à la volonté du département de la culture de relancer les formations nationales. Le spectacle de lancement a été suivi par Cheikh Oumar Sangari. La mouvance de la célébration de l'indépendance mise à profit dans la salle qui porte le nom d'une icône de la musique malienne, Bazoumana Sissoko, pour la relance d'une des formations les plus emblématiques du Mali. Autant de symboles pour un après-midi de renaissance, celle du Badema national qui revient avec l'album Danaya, la confiance, 10 titres reflétant le Mali pluriel. Idrissa Traoré, directeur artistique du Badema national. On a travaillé un peu sur les ethnies. On a fait un titre sur, les Dougons. On a aussi un titre de Soraï. On a un titre de Miyanka. Bon, c'est comme ça qu'on a tourné un peu le Mali puisqu'on est national. La nouvelle production a été présentée à travers des prestations live de 4 titres et la projection de 2 clips. L'œuvre est produite par le Palais de la Culture Amadou Ampateba. Abdoulaye Djombana, directeur général du Palais de la Culture Amadou Ampateba. La technicité d'abord qui est quoi? La logistique. Il faudra qu'ils aient un outil sur lequel travailler. Donc on est en train de renforcer cet outil-là. Également un nouveau répertoire adapté à l'actualité. Mamadou Modi Sako, musicologue. Bon, j'ai écouté le Badema des années 70 et avec ce que je viens de voir, je dirais que voilà, c'est là, les acquis sont là et c'est un potentiel et ces jeunes ont prouvé qu'ils peuvent aller très loin. Le dernier album en date, T45, est sorti il y a 14 ans et la redynamisation en cours va au-delà du Badema. Ando Goli Guindo, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Cette redynamisation du Badema national s'inscrit dans un cadre global de réhabilitation des formations emblématiques, je veux dire les formations historiques nationales, donc parmi lesquelles le Badema national. Donc nous sommes pour l'instant avec le Badema, mais dans la poursuite de l'exécution de ce programme, nous arriverons également à d'autres formations. Des Maravillas del Mali en 1969 à cette nouvelle génération du Badema, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts et la formation nationale entend conserver la quintessence de sa musique. Nous allons à présent parler sport, football. La finale de la Coupe ORTM se joue samedi au stade Mamadou Konaté entre les communes 4 et 6. En football toujours, dans le cadre des fenêtres FIFA, des matchs amicaux, le Mali joue contre la Zambie ici à Bamako en double confrontation. En basketball, la phase inter-ligue se poursuit à Koutiala du côté de l'Australie, Coupe du monde féminine 2022 de basketball. Le Mali entre en lice aujourd'hui et cela contre le Japon dans le groupe B. Le développement de la page sport avec Abdul Karim Kaba. Basketball, Coupe du monde féminine Australie 2022. Le Mali entre en lice aujourd'hui et cela contre le Japon dans le groupe B.
dans la capitale australienne, les Aigles dames commencent d'abord contre le Japon, avant d'affronter dans cette poule B la France, l'Australie et le Canada. Signalons que le Mali a peaufiné sa préparation à Sydney avec des matchs amicaux contre la Chine, le Costa Rica et la Bosnie-Herzégovine. Bonne chance donc aux Aigles basketteuses. Basketball toujours avec la phase Interligue ou tournoi de montée en première division à Koutiala. Certaines formations ont déjà validé leur ticket. En dames, l'AS Commune 6 et à Monsieur Lusfas. Ce soir, l'on connaîtra les deux autres qui monteront en première division. C'est là à l'issue des rencontres de la 6e journée. Football à présent pour la double confrontation amicale contre la Zambie ici à Bamako. Les Aigles sont au grand complet. Première opposition demain au stade 26 mars à partir de 19h. Cette double confrontation contre la Zambie en amical permettra aux sélectionneurs d'utiliser plus de joueurs dans tous les compartiments de l'équipe. Les 25 joueurs convoqués sont au rendez-vous. D'abord ce vendredi, les Aigles vont jouer contre les Chipolopolo de Zambie et le lundi, les deux formations vont se retrouver toujours au stade 26 mars de Irimadio. Coupe ORTM. La finale de cette année mettra aux prises samedi au stade Mamadou Konaté la commune 4 et la commune 6. Cette affiche est un remake de celle de l'année dernière. Au stade Mamadou Konaté, le duel commune 4-commune 6 promet un match alléchant. Battue en finale l'an dernier par la commune 4, la commune 6 a l'occasion de prendre sa revanche ce samedi. De l'autre côté, la commune 4 œuvre pour conserver sa couronne. Qui de la commune 4 ou de la commune 6 sortira victorieuse? La réponse, c'est samedi au stade Mamadou Konaté à partir de 16h, à suivre en direct sur ORTM 1, ORTM 2 et sur la chaîne 2. La leçon de sport, pour terminer, la leçon de sport de ce jeudi porte sur le pumse en taekwondo. Le pumse est une forme de travail conventionnel représentant un combat codifié et dirigé. Il est pratiqué en individuel. Isaac Tchenou nous en parle dans la leçon de sport de ce jeudi. En taekwondo, les poussées sont des enchaînements codifiés de techniques offensives et défensives représentant un combat contre un ou plusieurs adversaires imaginaires. Et reprenant toutes les techniques de base du taekwondo, les poussées ont été conçues de façon à ce que les pratiquants puissent s'entraîner même en l'absence d'un partenaire. L'exercice a tout son sens, nous dit Dr Yakuba Traoré, ceinture noire 6e dan, président des arbitres de taekwondo au Mali. Un pumse est un combat réel contre des adversaires imaginaires. Les enchaînements techniques correspondent au kata du karaté. Pum signifie forme, sei signifie identité. Et chaque pumse fait référence à un des 8 signes divinatoires. Nous avons 8 pumse à exécuter avant d'accéder au grade de ceinture noire premier dan. Le pumse est d'une grande importance dans la discipline. Le pumse est très important dans le taekwondo. Pour prétendre à la ceinture noire premier dan de taekwondo, le pratiquant doit connaître les 8 premiers pumse de la famille des taïgok pumse. Ainsi, à chaque grade correspond un pumse. Les pumse sont donc des bases martiales de la discipline et l'essence même du taekwondo. C'est là où les différentes techniques d'attaque et de défense se trouvent. Le pumse est le deuxième type de combat qui organise le taekwondo, nous précise Dr Yakuba Traoré. Le deuxième type de compétition qu'organise le taekwondo mondial est la compétition de pumse. Peuvent se présenter à une compétition de pumse les catégories d'âge suivantes: les cadets, les juniors, les seniors, les 50 ans et plus. Les compétitions s'organisent individuellement. Donc nous avons les catégories individuelles d'hommes et de femmes. Nous avons également des couples qui peuvent compétir, c'est-à-dire des pères, hommes et dames. Le président des arbitres de taekwondo au Mali nous donne des précisions sur les débuts des compétitions de pumse dans notre pays. Au Mali, les compétitions de pumse ont débuté en 2018, après la formation des arbitres nationaux. En 2019, une catégorie d'âge a été initiée au championnat national, c'est la catégorie 41 à 50 ans. Dans la pratique traditionnelle, le pumse est un travail de perfectionnement. Il permet de développer la force et la concentration, mais aussi l'équilibre, la vitesse, l'endurance et la détermination. Voilà, c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Salimata Dao, mise en onde Bintou Traoré, Sidi Koulibaly, réalisation Dossé Baba Diarra, coordination Bourama Traoré. Marcel Tessougué a assuré la transmission sur nos différentes plateformes digitales. Les programmes continuent sur votre radio nationale. Radio Mali vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une très belle fête de l'indépendance. Merci et bonne journée de 22 septembre.